Bonsoir, il est 23h sur Europe 1, l'heure de notre rendez-vous et jusqu'à 1h, je suis à vos côtés, tout à votre écoute pour chasser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil. Alors pour vous confier, pour dialoguer, réagir à un témoignage, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis par Paul et Jeanne avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment réagir aussi à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Dublanche. Petit message de Zach qui me dit « Ah oui, enfin, chouette, voici venue l'heure de la libre antenne pour tous. » Oui, on vous accueille tous les amis sans aucune discrimination. Allez, on accueille pour commencer Muriel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline. Alors vous avez entendu Monique hier qui nous parlait de cette escroquerie dont elle avait été victime. Au départ, elle communiquait par par internet, je sais plus les trucs Skype, voilà, pour communiquer avec sa fille Elle c'est Skype, mais moi c'était un site gratuit qui s'était mis sur à un moment où j'étais sur mon MSN. J'ai le droit de nommer le site? Bon, non, finalement on donne pas trop si on peut éviter, non. Bon, c'était un site gratuit et puis ça s'est mis dessus, je me suis inscrite dessus. Victime, je me considère pas, je trouve ça un petit peu marrant. Bon, dans l'histoire, moi j'ai été relativement vigilante, je suis quelqu'un de très vigilant, mais bon, il y a des gens qui ne sont pas comme moi et ce qui est dommage, c'est que il y en a qui puissent se faire avoir par de telles situations, quoi. Et donc, moi, je me suis inscrite sur ce site. J'ai été sollicitée donc par plusieurs personnes, entre autres une personne qui se trouvait pas du tout dans le secteur géographique que j'avais demandé, qui se trouvait carrément au sud-ouest de la France, à Aurillac. Oui. Et la personne s'est décrite comme étant veuf, sans enfant, 50-50, totalement dans les profils qui me correspondaient. Et puis physiquement, totalement ce que je recherchais également, style homme d'affaires, bien de sa personne, très beau parler. Et puis on a chatté comme ça pendant quelque temps. Et puis moi je me suis quand même un petit peu, je suis partie dans la confiance. Je lui ai mis des photos de moi-même. Après j'ai mis des photos de moi et ma fille. Bon, ça je regrette maintenant avec le recul parce que j'ai peur qu'elles vont servir dans le sens inverse à gruger peut-être des messieurs par l'intermédiaire de femmes de ces pays-là. Ce que j'espère, si un jour ça doit arriver, qu'on m'y avise et puis que je puisse remédier à ce genre de problème. Mais bon, là-dessus aussi, c'est pareil. Faut être elle est mineure, vigilant, votre fille, ou elle est elle est mineure. Ah oui, vaut mieux éviter. Ouais. Enfin bon, en même temps, c'était une photo. Vous étiez toutes les deux, ou c'était une photo tendre entre vous deux. Bon. Oui, tendre entre nous deux, une photo de vacances. Oui, bon. Mais bon. Non, mais bien sûr. Après, je comprends votre appréhension, hein. Oui. Ouais. Et puis, au bout d'un certain temps, moi, je poussais un peu cette personne à me téléphoner. De toute façon, dans ses propos, il n'y avait pas les écrits étaient très corrects. La virgule était au bon endroit, pas de faute d'orthographe. Oui, contrairement à Monique qui nous disait que quand même ce qui lui avait un peu mis la puce à l'oreille, c'est que les messages étaient truffés de fautes d'orthographe. Il y a 2 ans, j'ai eu un souci comme ça, une personne qui s'est greffée sur mon MSN. Oui. Et qui était en Corse, mais là il y avait et cette personne au bout d'une heure de chat m'avait envoyé une lettre de 10 pages en même pas 10 minutes de temps. Le jour-là j'avais du monde. Vous l'inspiriez? Vous êtes mauvaise langue, Muriel, peut-être que vous l'inspiriez. Vous étiez sa muse. Quand j'ai lu la lettre, après le soir, quand je me suis remise sur MSN, j'ai dit, je vous considère comme une personne très intelligente parce que pour pouvoir tourner une lettre comme vous me l'avez tournée au bout de 10 minutes, Oui, elle était toute faite, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'était une personne pareille, qui était veuve, avec un enfant de 7 ans, d'origine américaine. Copier-coller, quoi. Enfin, un truc vraiment hallucinant, hein. Mais bon, j'ai pas eu de suite. Après, il m'a réécrit, cette personne, sur le soir même, et puis j'ai dit, mais écoute, j'ai l'impression de lire du Petit Nègre. Ouf. Alors là, ça a été terminé. C'est violent. Et puis, moi, je tourne pas autour de peau. C'est pareil que là, l'histoire que j'ai eue il y a 2 mois.
Cette personne m'a téléphoné. Et puis, quand je l'ai eu au téléphone, lui-même m'a envoyé encore diverses photos. Et puis, alors, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux. J'avais un nom, un prénom. Bon, je vous le donne pas, bien français. Mais bon, la personne avait vraiment totalement le style hollandais. Le profil grand, blond, la prestance de la personne du nord de l'Europe. Hein. Suédoise, hollandaise, comme ça. Et puis, quand j'ai eu la personne au téléphone, au nom de bleu, je vous dis pas la voix. Qu'est-ce qu'elle avait, sa voix ? J'ai été choquée parce que la voix ne correspondait pas à la personne, au profil de la personne sur la photo. Mais écoutez, ça m'a... Mais parce qu'il s'exprimait mal, il avait une mauvaise élocution. Un drôle d'accent, une élocution. Il avait un accent, une élocution particulière, oui, d'accord. Très particulière. Et puis alors, le lendemain, je raconte ça à mes collègues de boulot. Je lui ai dit, de toute façon, il va me rappeler, je ne vais pas le louper. Oui. Alors, mes collègues ont rigolé parce que moi, je prenais ça vraiment à la rigolade. J'étais tout le temps vous n'étiez pas investi. Vous cherchiez beaucoup, un peu tous azimuts. À la fin, ça m'amusait. J'étais devenue un détective. J'étais partie dans le délire total. Oui. J'étais à la recherche à Aurillac. J'ai fait des recherches sur l'accident de voiture de sa femme à une intersection. J'ai recherché, ça faisait 4 ans, il y a 4-5 ans, 3-4-5 ans, j'ai fait des recherches de graves accidents de voiture liés à une personne, à une intersection en pleine nuit. J'ai fait des recherches, mais via Internet, vous savez, on peut des fois trouver des choses hallucinantes. Mais bon, j'ai rien trouvé, hein, évidemment. Mais alors, dans ces cas-là, vous aviez... Oui, parce que vous preniez ça, vous le dites vous-même, comme un jeu. Vous étiez très à distance, pas du tout investi. Oui. Mais quand vous avez vu qu'il vous racontait des histoires, vous avez arrêté, mis un terme à la relation ? Non, quand je l'ai eu la fois d'après au téléphone, j'ai dit, écoute, voir. J'ai dit, j'ai un gros souci, j'ai un doute par rapport à ta voix. Tu as un problème dans ta voix. Il me dit quoi ? J'ai dit, promets-moi une chose, de ne pas être noir. Son premier truc a été... Mais pourquoi vous lui dites ça ? C'est très... oui, alors, c'est curieux aussi de dire les choses comme ça. Je ne suis pas raciste. J'ai dit, mais ta voix ne correspond pas à une personne... Oui, non, mais d'accord, mais en même temps, Muriel, quand vous dites « promets-moi de ne pas être noire », enfin, ça fait partie des choses qu'on ne choisit pas, quoi. J'étais trop choquée par la voix et le physique de la personne. Non, mais après, que vous trouviez, par rapport à ce qu'il racontait, qu'il était hollandais et autres, et en fait, s'il avait un accent, vous avez fantasmé là-dessus, mais qu'il avait un accent très prononcé, d'accord. Mais ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que vous vous dites, voilà, bien sûr que ça rejoint le témoignage de Monique d'hier, qu'il y a des escrocs, mais c'est le fait que vous soyez... Vous avez persisté dans cette démarche. C'est ça qui est étrange. Il savait bien tourner les choses. Oui, d'accord, mais enfin, vous dites vous-même, vous avez fait des recherches. Suisse. Après, il me disait être suisse, qu'il était venu habiter à Aurillac, et puis que, on ne peut pas toujours mettre la parole des gens en doute. Bon, je me suis dit, après, je lui ai dit, mais tu as un grave problème dans ta voix. Est-ce que tu aurais eu un AVC ou est-ce que tu étais... Non, mais Muriel, justement, pardonnez-moi, c'est dans la mesure où, vous avez un doute. Vous faites des recherches, vous vous transformez, vous jouez les Miss Marple, et puis, vous vous apercevez très clairement, qu'il vous raconte des histoires. Pourquoi vous continuez ? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il tournait tellement bien les choses que les histoires... oui, mais alors là, franchement, vous-même, vous rentrez dans un truc qui est pas net, quoi. Parce que quand on a un doute et qu'on s'aperçoit que l'autre pipote et nous raconte n'importe quoi, on met un terme. Pourquoi continuer ? Parce que j'avais pas envie de mettre un terme. Le personnage, le profil de la personne me plaisait. Oui, mais enfin, vous vous rendiez compte qu'il avait créé de toutes pièces un profil et qu'en fait, c'était pas celui qu'il décrivait. Sur le moment, après, j'ai continué parce que, il me disait être un homme d'affaires. Il m'a raconté qu'il partait au Togo, qu'il était dans l'or. Après, il me dit, la semaine prochaine, je pars au Togo. Je vais à tel endroit, je vais à Lomé, je suis dans tel hôtel. J'ai continué mes recherches. J'ai même téléphoné dans une boîte de nuit au Togo. Et tout d'un coup, il m'envoie un mail du Togo en me disant, écoute, j'ai des problèmes, j'ai un souci, j'ai mon téléphone qui a bugué, j'ai plus de téléphone. J'ai dit, mais t'as Internet. Alors il dit, oui, mais ça me suffit pas, j'ai besoin d'un téléphone. Est-ce que tu pourrais pas aller m'acheter une carte d'un opérateur pour 50 €? Oh là, comme il me dit ça, je lui dis, déjà, l'hôtel
dont tu me parles n'existe pas à Lomé. Oui, mais Ensuite, c'est pour ça. Bon, mais à un moment, si vous voulez, on va pas vous suivre dans tous vos périples. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, voilà, si c'est pour mettre l'autre le nez dans ses mensonges et dans le fait, bah, voilà, on arrête. C'est là où, vous voyez, moi je vous suis pas. C'est-à-dire que vous apercevez. Heureusement, vous avez été très clairvoyante. Vous ne vous êtes pas fait avoir. Mais après, il n'y a pas lieu de persister, de dire ah tu vois, hein, je suis sûre, je sais bien, tu me racontes des histoires parce que de toute façon quelqu'un qui est soit mythomane, soit ou qui peut être mythomane ou escroc parce que là on est dans la escroquerie dans ce que vous décrivez. Bon, ben il va pas vous dire oh oui c'est vrai, tu m'as repéré, je suis trahi et oui je suis un escroc. Donc ça sert à rien. Il fallait s'arrêter et puis c'est tout. Ben, ça s'est arrêté net après le fait que je lui ai dit que de toute façon je lui enverrai jamais de carte téléphonique de 50 €. Alors il m'a traité de radine, de tout ce qu'on veut. Et après ça a coupé court parce que il s'est senti. Est-ce qu'il s'est senti vous l'aviez démasqué, donc voilà. Il avait aucune raison. Il cherche une autre victime dans ces cas-là. Voilà. Bon, après ça, je suis allée à la gendarmerie. Enfin, j'ai appelé. Je suis pas allée à la gendarmerie. J'ai appelé la gendarmerie pour leur signifier le problème. Mais bon, évidemment, c'est vrai que j'ai pas envoyé d'argent, j'ai pas été acteur. Et ils m'ont expliqué de toute façon qu'avec les pays de Centrafrique, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Les plaintes n'aboutissaient pas de toute façon. Mais oui, c'est compliqué. Mais je vous disais, on en parlait hier dans ce reportage que sur Envoyé spécial où il parlait de cette escroquerie. Il y a quand même sur place, il y a des choses qui sont mises en œuvre pour essayer de lutter contre ça. Bon, en tout cas, un message pour vous vouliez réagir et pour dire être vigilant par rapport à tout ça. Mais merci. Ça, il y a une semaine, j'ai rebelote une autre tournure, mais la même chose. Ouais, bon. Il faut lâcher et aller peut-être sur d'autres sites. Aller sur d'autres. Non, il faut plus aller sur les sites, sur des sites payants et puis là, il n'y a pas de problème. Oui, c'est plus simple. Ça, c'est tous des sites gratuits. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Ou MSN, où ils se mettent sur votre MSN. Bon, merci en tout cas de nous avoir relaté cela. Comme ça permet d'être vigilant et de faire attention. Merci Muriel. Oui. Bonne soirée. Bien, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir aux auditeurs. Ça fait déjà un moment que je vous écoute, quelques années. C'est vrai que j'apprécie vos conseils. Et merci. Ce soir, j'aimerais justement en bénéficier. Oui. Concernant une frénésie d'achat, donc en fait, je dépense, alors pas au point de m'endetter, mais je dépense beaucoup, j'achète, je remplis les placards, je remplis les tiroirs, je remplis tout. Oui. Vous achetez produits. Pour vous? Vous achetez quoi? Pour tout le monde, pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, que ce soit de la nourriture, des produits de beauté, après ça peut même être, je sais pas, des casseroles, des poêles, tout n'importe quoi, mais il faut que ça déborde. Dans tous les il faut que ça déborde. Ouais. Vous aimez bien qu'il y ait du plein, que ça soit, voilà. Mon mari, en fait, j'ai toujours été comme ça depuis que je gagne ma vie. Je pense que ça s'empire avec les années. Et puis aussi peut-être avec le fait que je gagne mieux ma vie. Et c'est vrai que mon mari, là, s'en plaint de plus en plus parce que on a fait construire il y a 4 ans. On a quand même encore beaucoup d'aménagements à faire dans la maison. Il n'y a jamais assez de placards. Pardon ? Il n'y a jamais assez de placards. D'une part, mais il y a aussi d'autres frais qui arrivent. Oui. Et puis il me dit, mais est-ce que tu te rends compte des centaines et des centaines d'euros que tu laisses dans les vêtements, des vêtements que je mets des fois qu'une fois ou deux. J'ai que 2 enfants, j'aurais de quoi en habiller 4, 5 ou 6. Mais c'est pas que pour moi, c'est vraiment... Oui, c'est tout le monde en bénéficie. Mais bon, c'est vrai que là, je commence moi aussi à m'en rendre compte et je me dis, mince... pourquoi je fais ça Oui, parce que jusque-là, quand vous achetez, par exemple, des vêtements, mais que vous ne mettez pas, vous ne vous sentez pas mal. Ça vous angoisse pas, vous vous sentez pas oppressé. Jusqu'à maintenant, non. Mais c'est vrai que là, depuis quelques semaines, comme il me le reproche plus fréquemment,
je me suis interrogée, puis oui, maintenant je commence un peu quand même à... Oui, mais c'est parce que vous sentez, c'est pas tant dans votre comportement, c'est vous sentez que votre mari, ça l'agace, enfin, ce comportement-là. Il dit que l'argent qui est mis là n'est pas mis ailleurs et pour les travaux de la maison. Il a raison. Oui, mais en même temps, vous avez quand même une limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... le porte-monnaie. Oui, mais vous savez, il y en a qui ne l'ont pas, Isabelle. Bien, oui. Il y a des personnes qui vont, des acheteurs comme ça, parfois compulsifs et qui vont se mettre dans le rouge. Donc, vous achetez quand même, mais ça vous met pas à découvert. Non, mais c'est vrai que du coup, je mets pas non plus de côté. Non, vous ne mettez jamais rien de côté. Si, ce qui est de côté, c'est tout ce qui est dans les placards. Enfin bon, c'est pas... Oui, pour y organiser un vide-grenier. Oui. C'est pas non plus dans ce but-là que j'achète. Vous aimez bien, vous l'avez dit, vous aimez bien que ça remplir les tiroirs. Vous ne vous sentez pas encombré. Vous, ça ne vous dites pas parfois, oh là là, il y a trop de choses, faut que je fasse un peu de la place, que je nettoie, que je fasse un peu de vide. Non. Ah non, moi je vide pas, non. Non, vous videz pas, non. Non. Vous avez besoin d'accumuler, ça vous rassure? Je pense, oui, mais justement, pourquoi ce besoin parce que je comprends aussi ses demandes à lui, comme quoi il faudrait quand même que je mette de côté, parce que là je me rends compte que j'agis un petit peu quand même en égoïste, même si j'en fais profiter tout le monde. Oui, vous en faites profiter tout le monde, et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et d'ailleurs, vous voyez, vous n'êtes pas... qui m'a fait du bien, mais qui aujourd'hui, quand même, plus tant que ça. Oui, mais parce que votre mari, et je ne dis pas qu'il n'a pas raison, c'est-à-dire attire votre attention là-dessus, en disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Arrête d'accumuler comme ça. Mais pour autant... vous n'êtes pas, si vous voulez, il y a parfois des acheteurs compulsifs qui vont acheter, l'exemple type, c'est les vêtements, et puis ils vont rentrer chez eux, ils repèrent quelque chose dans une boutique, c'est vraiment l'achat pulsion, c'est-à-dire qu'ils en ont pas besoin, mais ils rentrent, ils ont un grand plaisir au moment où ils essayent, où ils achètent, et puis tout de suite après, il y a une immense culpabilité, il peut y avoir un sentiment de dégoût, souvent ils cachent, comme si ce qu'ils ont acheté, enfin ils le mettent de côté, ils essaient de le cacher, et parfois ils s'en servent plus, quoi. C'est comme un trésor de guerre, mais qui fait même pas plaisir. Moi, c'est un achat compulsif aussi. Le cacher d'une certaine manière, oui, quand même, parce que c'est vrai que je vais pas l'exhiber forcément à mon mari au moment de l'achat. Alors des fois, il me dit « Ah tiens, c'est nouveau ça ». Nouveau, pour moi, non, parce que des fois, ça fait X mois que ça traîne dans l'armoire. Donc pour moi, c'est plus nouveau, mais n'empêche que c'est la première fois que je le mets. Mais... Il y a pas ce sentiment de dégoût dont vous parlez, mais je commence en fait à... Vous vous interrogez, pourquoi vous faites ça? À m'interroger, et puis aussi, sans que ça aille jusqu'au dégoût, à me dire que j'agis un peu comme une gamine ou une adolescente, et puis que faudrait peut-être que j'évolue, parce que ça... Et justement, quand vous étiez enfant ou adolescente, est-ce que vos tiroirs étaient pleins? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça? Mais j'ai jamais manqué quand même. Donc on est 4 enfants, je suis la seule fille, mais il y avait que mon père qui travaillait, ma mère était maman au foyer, mais on n'a jamais manqué de rien, si ce n'est peut-être de marques de tendresse et d'affection. Sinon matériellement on n'a jamais manqué de rien. Mais c'est vrai que j'ai aucun souvenir de mes parents nous disant qu'ils nous aimaient, qu'ils étaient fiers de nous. Ça, je pense que ça m'a manqué. Oui, si vous en parlez. Est-ce que c'est une façon de compenser? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un certain vide, d'un certain manque. C'est les mots que vous utilisez sont déjà très très évocateurs. Que vous avez dit que vous avez besoin de remplir et qu'il faut que ça déborde. Si ça vous rassure de voir que il y a plein de choses, vous n'allez pas manquer.
Ah non, ça vous avez devant vous, vous avez de quoi voir venir. Et vous dites, enfant, enfin dans votre famille, vous n'avez manqué de rien. Bon, et puis tout de suite après, vous ajoutez, oui, sauf de marques d'affection et de tendresse. Matériellement, oui. Voilà. Effet, ouais. Alors ça, vous connaissez bien, et c'est ce qui, finalement, vous avez pu vous raccrocher à ça. Alors qu'il vous manquait à ce moment-là l'essentiel. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire d'ailleurs que vos parents ne vous aimaient pas. Mais qui savaient pas, enfin, ils vous l'ont pas manifesté comme vous auriez eu besoin de, voilà, peut-être d'être à un moment rassuré, sécurisé. De toute façon, c'est une famille où il y a de très gros problèmes de communication. Oui. Donc oui, ça je m'en suis rendu compte moi dès que je suis arrivée déjà dans la famille de mon mari, enfin de mon futur mari même à l'époque, où c'était pratiquement l'opposé. J'avais l'impression carrément d'étouffer. Oui, vous trouviez que dans votre belle famille, au contraire, on parlait trop, ils étaient trop démonstratifs. Oui, à votre, oui. Oui, donc vous vous sentiez un peu envahi. Complètement. Oui. Complètement. Ça va mieux aujourd'hui ? Oui, ça va mieux. Bah déjà parce qu'il y a de la distance physique puisqu'on n'habite plus du tout dans la même région. Et puis parce que avec les années passant, je dirais, on a appris aussi à se connaître les uns les autres et puis à voir un petit peu au niveau des réactions des uns des autres. Mais bon, ça reste quand même deux familles, je dirais, opposées. Oui, avec une culture familiale extrêmement différente, ce qui fait que votre mari a du mal à comprendre finalement ce comportement. Oui, parce que c'est vrai que maintenant j'arrive quand même à m'exprimer et à extérioriser ce que je ressens, mais ça n'a pas été le cas pendant des années. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était probablement une des façons de m'exprimer. Enfin, je sais pas. Oui, et puis peut-être de manifester aussi votre affection, faire en sorte que ce que vous aimez ne manque de rien. Oui. Vous dites vous avez 2 enfants, mais vous pourriez en habiller 4 ou 5 parce que vous leur achetez beaucoup de vêtements. C'est peut-être votre façon aussi, la façon que vous avez de les gâter, de leur montrer, de leur témoigner votre amour. Est-ce qu'avec vos enfants vous arrivez à exprimer votre tendresse ? Moins que leur père. Oui. Je suis pas du tout câlin, donc c'est vrai que les câlins ils les font avec leur père. Et je suis plus braque, plus c'est beaucoup plus avec leur père, c'est vrai. Moi, je suis plus, je suis plus là pour dire voilà ce qu'ils ont, poser les limites, je dirais. Alors qu'avec leur père, c'est beaucoup plus quand même dans le sensoriel aussi. Il y a tout ça. Moi, j'ai du mal, tout ce qui est touché aussi. J'ai du mal tout ça. Oui, donc, lui il est plus tactile. Il est plus, il est plus câlin. Il a presque un côté, c'est presque lui le côté très maternel dans le corps à corps, les échanges comme ça, les bisous, les câlins. Oui, mais lui il a été élevé dans une famille où les enfants avaient des câlins, vous voyez, où le contact physique est pas tabou, alors que dans votre famille c'était un peu tabou. Donc il y a quelque chose de cette empreinte-là aussi, c'est-à-dire que vous offrez, vous faites des cadeaux et vous avez plus de mal à manifester votre tendresse, mais vous faites en sorte aussi que votre famille ne manque de rien. Oui. Bon, donc vous remplissez quelque chose quand même, vous comblez quelque chose. Mais j'ai envie de dire, tant que vous mettez pas en danger non plus, c'est pas comme si vous étiez à acheter et que ça vous mette dans le rouge. Oui, bien sûr que cet argent pourrait être investi ailleurs, et ça c'est votre mari qui de façon raisonnable vous le fait remarquer. Mais à partir du moment où vous n'êtes quand même pas à découvert et autres, c'est quand même pas, vous n'êtes pas dans une zone problématique. Non, le seul problème, c'est qu'il arrive un moment où, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais là, tu rentres encore avec deux sacs pleins, il y a déjà plus de place. Donc. Oui, mais ça vous sécurise certainement toutes ces possessions. Vous les investissez de façon très affective.
Est-ce que vous arrivez à jeter des choses? Non, non. Ah non, ça... Non, moi je garde. Vous gardez tout? Bah oui, c'est vrai que mon père garde beaucoup aussi, mais bon, comme mes parents n'avaient pas les mêmes moyens financiers, parce que il y avait que mon père qui travaillait, on avait 4 enfants, là c'est vrai on travaille tous les deux. Enfin, oui, il y a vraiment pas les mêmes moyens financiers dans les deux cas. Là, c'est pas du tout comparable. Donc, mon père garde tout, mais voilà, ma mère était obligée de compter pour pouvoir, je dirais, boucler les fins de mois. Alors que moi, non, si je compte en général, arrivé vers le 20 du mois, je commence à me dire oula, faut que t'arrêtes là. Oui, vous achetez moins là. Vous êtes obligé de réduire un peu. Sinon, je finis pas sinon je finirais dans le rouge en effet. Ouais. Oui, mais vous voyez que vous avez quand même un petit clignotant. Heureusement. Bon. Alors là, comme vous venez, ça vous a pas empêché d'acheter une maison, vous voyez, c'est pas comme si vous me diriez, oui, je fais des achats, vraiment, il y en a partout, et en même temps, j'ai du mal à faire manger mes enfants, ou là, j'arrive plus à payer mon loyer. Oui, effectivement, il y a un sérieux problème. Là, oui, vous avez ce comportement-là qui, ça vous sécurise, ça vous tranquillise d'avoir vos armoires, vos placards pleins. Il y a quelque chose qui a manqué, et même si évidemment de façon rationnelle vous savez bien que c'est pas le fait d'avoir plein de pulls dans l'armoire qui vont combler des manques affectifs, mais c'est même pas, c'est inconscient, c'est comme ça vous tranquillise. Bon, vous n'aimez pas avoir des choses vides. Ouais. Ça a été longtemps inconscient, et là je pense justement que je commence à... Voilà, mais peut-être qu'à partir du moment où voyez, vous commencez à vous interroger, il y a des choses aussi qui pourront un peu se modifier. Vous n'allez pas devenir une fourmi, hein. Voyez, vous resterez peut-être un peu toujours cigale, mais c'est pas grave à partir du moment où vous le vivez pas trop mal et où ça met pas en danger l'équilibre budgétaire de votre couple. D'accord. Vous voyez, c'est pas comme si vous étiez vraiment envahi par une culpabilité terrible, et puis après, hop, c'est à nouveau une frénésie et vous recommencez. Bon, là, vous feriez du mal. Là, j'entends pas que vous vous faites du mal. Et bon, votre mari, c'est normal, et après tout, c'est un peu un garde-fou. Il vous dit, oui, c'est dommage, cet argent pourrait être utilisé autrement. En même temps, c'est votre argent. Vous prenez pas dans l'argent du couple. Alors en fait, on n'a pas de compte commun. On s'est partagé les frais en fait de la maison. Et, donc c'est vrai que j'ai aussi. Enfin moi, je mets en prélèvement automatique dès le début du mois ce qui doit partir de mon compte, parce que sinon, je me connais. Voilà. Oui, mais c'est ça. Mais vous vous organisez. Vous voyez, c'est quand même, vous êtes très organisé. C'est-à-dire que vous arrivez pas en disant, vous connaissez, vous savez que vous allez dépenser, mais pas au point de dire, ah ben non, moi je participe pas, je peux pas, j'ai trop dépensé. Donc vous participez. Oui, ça tout à fait. Oui, donc ça nuit pas à la bonne marche. Mais en même temps, vous voyez bien, c'est-à-dire que vous pourriez dire, oh là, ça déborde, et il faut, peut-être il y a certaines choses que je mets plus, certaines affaires, ou certains, je vais me débarrasser de certaines, ou les donner, ou les mettre dans un dépôt-vente, ou bon. Et vous ne le faites pas, c'est-à-dire que oui. En fait, c'est vrai qu'il y a des choses, ça fait des années que je les ai pas mises, mais quand je regarde, je fais ouais, mais peut-être qu'un jour je le mettrai. Voilà, c'est ce qui me passe dans la tête. Mais parce que c'est pas si simple que ça de se séparer d'objets, de vêtements, de choses qui nous ont appartenu. Alors pour certains, ça paraît difficilement compréhensible parce qu'ils ont pas de difficulté à faire le vide, à faire du tri. Entre autres, mon mari, oui. Et voilà, mais oui, donc c'est pour ça qu'il a plus de mal à comprendre votre comportement. Mais pour d'autres qui sont plus insécurisés intérieurement, c'est comme une partie d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui représente aussi un moment. Vous avez investi dans ce, et comme vous dites, vous trouvez toujours une bonne raison pour dire je le mets plus. On sait très bien que les vêtements qu'on met plus pendant quelques mois, voire quelques années, c'est rare qu'on les remette. Hein. Ouais. Mais
pour autant, c'est oui, il y a un investissement, comme vous dites. Enfin, oui. Il y a même plusieurs investissements. Il y a l'investissement au niveau financier, mais il y a plus que ça. Il y a un investissement peut-être sentimental. Bien sûr qu'il y a un investissement sentimental. Et c'est vrai que les enfants... Sinon, vous pourriez le jeter. Parce qu'eux, ils grandissent, donc finalement... Ça... Mais moi, je grandis plus. Donc du coup, donc oui, avec les enfants, bien sûr. Oui. Ouais. Mais voyez, il y a Zach qui dit dans notre société, consommer aussi, c'est exister. Accumuler, c'est aussi prendre de la place, symboliquement. Est-ce que finalement, Zach qui dit, vous sentez-vous à votre place dans votre vie? Vous sentez-vous valorisé? Alors valorisé par mes parents, jamais. Enfin, jamais. Je dirais, mon père est comme le vin, il se bonifie en vieillissant. Donc, bon, ça c'est une bonne chose. Voilà. Vos rapports s'améliorent. J'espère qu'il vivra de très vieux. Oui. Par contre, avec ma mère, c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que je suis la seule fille, il y a 3 garçons. Oui. Sans jamais en avoir voulu à aucun de mes frères. Je sais que ma mère a toujours fait passer, et même encore aujourd'hui fait passer mes frères, enfin ses garçons. Et moi, à vrai dire, je sais pas. Alors, à un moment, je me suis demandé si elle était pas un peu jalouse de moi. Parce que finalement, j'ai quand même reproduit quelque part un peu la vie, je pense qu'elle aurait voulu avoir. Oui. C'est-à-dire que je suis enseignante, elle a été enseignante jusqu'à ma naissance. Oui. C'est vrai que j'ai 2 enfants, j'ai appris par des moyens détournés que finalement elle n'en voulait pas 4 et qu'elle a cédé donc à mon père pour en avoir 4, mais qu'elle se serait bien arrêtée à 2. Et puis c'est vrai que le couple de mes parents est un couple je t'aime moi non plus. Je pense qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre parce que l'un apporte quelque chose à l'autre et réciproquement, mais ça a été de la violence verbale très forte. C'est de la violence verbale parce que là, toujours, ça continue. Plus aucun enfant à la... Ah oui, c'est vraiment... Quand mon père parle de ma mère, c'est toujours dans des termes très violents et réciproquement. Et c'est vrai que moi, tant que j'étais à la maison, je restais, je dirais, sur le terrain du combat, simplement parce que j'avais peur que ça en vienne aux mains. Donc je m'étais dit que tant que j'étais présente là physiquement... Rester sur le terrain du combat, c'est bien. C'est-à-dire que je restais dans la pièce, mes frères s'éclipsaient, dès que ça commençait à tonner, il n'y avait plus personne. Par contre, moi, je restais Vous serviez vous disiez comme un bouclier symbolique, oui. J'avais peur qu'ils en viennent aux mains, et donc je me disais que au moins, si j'étais là, voilà. C'était même pas, je pense pas que j'aurais forcément osé m'interposer. Non, mais vous vous interposiez symboliquement, comme vous dites, en restant, et vous n'utilisez pas n'importe quel terme, sur la ligne de front. Et c'est toujours comme ça. Et moi, je sais que j'ai posé une fois la question. J'ai dit, mais finalement, je comprends pas ce que vous faites ensemble. Donc, il y a eu, tant qu'il y avait les enfants, ils restaient ensemble. Puis finalement, maintenant, je sais pas, c'est par habitude, je sais pas. Oui, mais vous avez raison aussi de dire certainement, Isabelle, que ils se disputent constamment, ils s'agressent, mais certainement qu'en même temps, c'est leur fonctionnement donc et depuis des années, et qu'ils seraient très mal s'ils étaient séparés. Ah, mais ils n'envisagent pas du tout ni l'un ni l'autre. Ah non, mais vous savez, les couples parfois les plus névrotiques, les plus conflictuels sont ceux qui tiennent le mieux. Hein. Ouais, parce que je pense que ma mère a besoin de mon père de par le porte-monnaie, on va dire, et que mon père a besoin de ma mère parce qu'il ne sait rien faire de ses 2 mains. Donc voilà, quelque part, ils sont liés l'un à l'autre. Moi, en y réfléchissant, c'est un petit peu ce à quoi je suis arrivée. Oui, mais vous, on voit bien comment vous preniez, comment vous étiez, l'énergie que vous mettiez à vous occuper de vos parents à votre façon, c'est-à-dire en restant là où vos frères quittaient la pièce, vous restiez pour éviter, vous étiez très soucieuse d'eux. Pour éviter vous aviez peur que ça aille plus loin, que ça dégénère, et au moins en étant là, vous faisiez face, vous leur évitiez peut-être de s'affronter plus violemment, mais du coup vous leur permettiez d'être ensemble sans trop de heurts, en tout cas que ça n'aille pas plus loin, mais
finalement, c'est comme si vous aviez du mal aussi à vous séparer d'eux, parce que vous séparer d'eux, vous craignez que ça soit dangereux pour eux. Plus maintenant. Plus maintenant, parce que bon, c'est plus vrai maintenant. Mais ça vous a habité longtemps. Oui, enfin, disons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que mon père, je dirais, s'implique quand j'ai besoin pour garder les enfants ou quand on a besoin d'un coup de main, et que ma mère, je pense que plus elle peut mettre de distance entre elle et moi, mais pas que elle et moi, parce que ces deux petits-enfants, elle s'en occupe pas du tout. Pas du tout. Vos enfants ça peut être violent, mais elle s'en fiche. Qu'est-ce qui peut être violent ? Le terme que j'utilise. Vous pensez qu'elle s'en fiche ? Et avec les enfants de vos frères ? Alors, en fait, pendant des années, il n'y a eu que les deux miens. Là, il y a un troisième qui vient d'avoir 1 an. Bon, ils sont un peu plus près géographiquement, donc c'est vrai que nous, elle nous a souvent dit, vous habiteriez plus près. Ça, j'y crois. Enfin, j'y crois. Vous en voulez à votre mère ? Vous vous sentez en colère ? Oui, parce que je lui ai tendu plusieurs fois la main pour essayer. Enfin, je lui ai dit à plusieurs reprises que si elle voulait qu'on parle, s'il y avait des choses, à voir. Et puis, elle a toujours refusé. Donc, j'avoue que maintenant. Mais est-ce que ça vous fait souffrir ouverte, mais c'est à elle de faire le premier pas. Est-ce que vous en souffrez de mettre de cette distance un peu ? Oui, parce que c'est vrai que je suis la seule fille, donc j'ai 3 frères. Vraiment très masculins, et mon père aussi, c'est-à-dire que j'ai quand même pris certaines remarques à l'adolescence. Quand je commençais le maquillage, c'était c'est pas carnaval aujourd'hui. Quand je m'habillais un petit peu pour sortir, c'était mon père me disait, tu comptes faire le trottoir comme ça. Enfin voilà, j'ai pris vraiment des remarques. Surtout venant de votre père, hein. Mais c'est très violent. De mon grand frère aussi, parce que les deux plus jeunes. Mais d'un frère c'est différent, parce que ça peut être on se bâche un peu entre frères et sœurs, c'est pas la même chose que venant d'un père. Ouais, mais... Parce que vous n'étiez ni valorisé ni par votre mère, ni par votre père. Donc je pense que de toute façon aujourd'hui, dans vos achats, dans ce que vous investissez, il y a quelque chose où déjà vous revendiquez votre autonomie, ce que n'avait pas votre mère. Ça, votre mère était, vous dites, tributaire ayant renoncé à un métier en plus qu'elle aimait, si je comprends bien, enseignante. Quand vous êtes née, il y a quelque chose comme si vous vous sentiez peut-être un peu... vous l'exprimez comme ça, je dis pas que c'est le cas, elle aurait pu peut-être travailler, même avec 4 enfants, je reconnais que ça fait beaucoup, mais mais peut-être que vous vous êtes senti, vous, un peu responsable de ça, et d'où le fait d'être toujours à veiller sur eux, être entre deux, mais pendant ce temps-là, c'était de l'énergie que vous mettiez pas pour vous. Donc après tout, aujourd'hui, il y a quelque chose quand même, ça témoigne on y revient pour conclure, d'une insécurité, parce que toute l'énergie que vous mettiez à vous occuper du couple de vos parents, vous la mettiez pas à votre service. C'était un peu des rôles inversés. C'est-à-dire que des parents qui sont tellement occupés à se bouffer le nez, pardonnez-moi, mais en étant un peu trivial, pendant ce temps-là, ils s'occupent pas des enfants, quoi. Ah non, ils sont dans le conjugal à se disputer. Les enfants, alors il y en a qui arrivent à se construire comme ça, bon an mal an, et puis d'autres qui sont qui veulent aider les parents. C'est ce que vous vouliez faire. Vous vouliez les aider, mais à vos dépens, je dirais. Il y a une difficulté à couper, à vous détacher parce que vous vouliez les protéger. Donc je pense que par rapport franchement à vos achats, c'est pas ça, je trouve pas ça très préoccupant dans la mesure où ça met pas votre budget en jeu. Mais derrière ça, il y a un besoin de certainement de combler des manques, une insécurité affective, et c'est là-dessus éventuellement que vous pourriez travailler si vous le souhaitez, sachant que si vous envisagiez de faire une démarche auprès d'un psy, ça a un coût aussi. Donc le coût que vous mettez actuellement dans vos achats comme ça, ça passerait dans un psy. Là aussi, c'est un budget. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais bon. C'est pas, vous voyez, c'est plus dans quelque chose de votre histoire à vous qui se joue là, mais qui n'est pas
non plus extrêmement problématique. Hein. Il y a le trublion qui envoie un mail en disant « Moi, c'est pareil, je remplis à outrance le garde-manger, je multiplie les dépenses de produits logiciels sur Internet. Et après tout, pourquoi pas ? De toute façon, quand on quittera cette terre, on n'emportera rien. Au moins, je me fais plaisir, dit le trublion. » Ça, c'est vrai. Il y a Francky qui dit « Est-ce qu'il n'y a pas une forme de compensation difficile c'est peut-être une façon de combler le manque affectif. » Alors, il y a Annie, elle a un point de vue un peu différent qui dit peut-être que vous pourriez trouver une solution. En tout cas, il ne faudrait pas que ça devienne un problème entre vous et votre mari. Voilà, oui, c'est le seul aussi pour cas. ça que j'appelais, parce que justement, oui, je trouve que là, depuis quelques mois, il est beaucoup plus... Oui, mais pourquoi depuis quelques mois, il se focalise là-dessus, alors qu'il vous connaît depuis des années et il disait rien. Donc peut-être que il peut faire des reproches parce que ça c'est flagrant là-dessus, et vous pouvez lui dire bon écoute, tu m'as connu comme ça, voilà, je sais, mais je gère quand même. Est-ce que finalement il se focalise pas là-dessus parce il sait pas vous dire autre chose, vous voyez? Est-ce qu'il y a pas... Non, bon. Comme je disais au début, c'est parce que c'est vrai qu'on a une maison neuve et qu'il y a encore des frais à faire dans la maison, et puis je comprends aussi son point de vue. Mais bon. Bon, alors il y a Zach qui dit il y a aussi en vous beaucoup de colère rentrée contre votre mère. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait un peu évacuer, vous séparer, vous détacher, parce que finalement quand on est dans la colère, c'est qu'on n'est pas encore bien détaché. Hein, alors, c'est bon. Et peut-être qu'effectivement, à partir du moment où vous prendrez un peu de recul, vous pourrez aussi un peu mieux vous détacher de certains objets, en tout cas moins les investir, les laisser à leur juste place d'objet. Pour le moment, ils n'ont pas ils sont investis bien au-delà. Mais bon, je ne sais plus, on a tous un peu nos zones de dépendance. Hein. Si c'est vous une fois qui aviez dit, ou si c'est moi dans une lecture, parce que c'est vrai que je lis, j'ai fait des études de psychologie et ça m'arrive aussi de lire, que l'inverse de l'amour, c'est pas du tout la haine, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, parce que finalement, aimer quelqu'un ou haïr quelqu'un, c'est lui porter un sentiment. L'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Et c'est vrai que moi, vis-à-vis de ma mère, j'en suis arrivée à une certaine indifférence, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on entend dans ce qui ressort, c'est qu'on sent quand même de la colère, et je crois que c'est très difficile d'être indifférent par rapport à ses parents. Mais avec le temps qui passe, je me rapproche de mon père et je suis de plus en plus indifférente à ma mère. Mais c'est un petit peu embêtant. Je vais vous dire pourquoi. Pas que vous vous rapprochiez de votre père, mais votre père et votre mère, ils sont ensemble. C'est un couple très conflictuel. Se rapprocher de l'un, ça peut être contre l'autre. Donc effectivement, en vous rapprochant de lui, c'est pas ce qui va vous rapprocher de votre mère. Tant mieux. Mais votre père aurait un rôle à jouer aussi par rapport à votre mère. Vous me dites tout là. Oui, mais c'est bien le problème. Parce que finalement, lui aussi, dans des couples très conflictuels, l'un, il monte l'enfant l'un contre l'autre. Et vous pouvez, même adulte, être pris encore dans leur conflit. Donc vous rapprochez de votre père, très bien, mais que ça soit pas aux dépens de votre mère. Parce que votre père, il est aussi partie prenante dans cette histoire de couple conflictuel. Ah oui, tout à fait. Oui. Merci en tout cas de votre appel. Ben, merci à vous, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée, Isabelle. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Je voulais faire un petit clin d'œil très amical à Laurence de Picardie, qui est à l'écoute. Et on pourra se parler un soir quand vous vous sentirez un peu mieux, ma chère Laurence, avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je vous appelle ce soir pour avoir votre éclairage, votre conseil à propos de mon fils. De mon fils qui a 18 ans depuis quelques mois et puis qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Comment ça, il ne fait rien? Il est plus scolarisé, il travaille pas, non, en fait, il a eu son bac l'année dernière. Et puis, et comme il ne voulait pas faire d'études après, du coup, je l'ai envoyé. Et puis moi, je ne voulais pas, je vis seule avec lui, en fait. Et je ne voulais pas avoir chez moi un jeune donc mon fils qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'études. C'est quelque chose qui m'angoissait un petit peu.
je voulais qu'il soit dans une activité, en fait. Et, oui, je vous comprends, oui. Et donc, du coup, je l'ai envoyé en Angleterre pour qu'il puisse un petit peu faire ses preuves, faire la vie, se confronter au monde du travail, vu qu'il voulait travailler. Et j'avais trouvé une association qui prenait en charge les gens à partir de 18 ans, qui leur trouve un logement, puisqu'ils s'occupent de les aider, qui les accompagnent pour des recherches d'emploi. Alors, il est parti en août, il était content de partir, il avait encore 17 ans à ce moment-là. Et donc il a trouvé quand même 3 petits jobs. Il a un peu merdé sur l'un, il était renvoyé. Et puis après, donc il en a quand même trouvé 2 autres. Et oui, il s'est quand même bien débrouillé là. Oui, il s'est bien c'était débrouillé. bien parce que c'était bien de votre part de le pousser comme ça à l'autonomie, je trouve. Oui, j'étais très contente de ça. Oui. Et puis je trouvais que s'il fait, en même temps, je me disais que ça allait lui faire, à défaut de faire des études ou une formation, il allait apprendre une langue mine de rien, qu'il allait apprendre une autre culture, qu'il allait apprendre aussi peut-être un métier ou voir un petit peu sa voie, et puis se débrouiller, puis faire. Pour moi, je trouve ça bien quand on a 17-18 ans de partir. Vous étiez partie vous-même ou vous auriez aimé partir à son âge? Moi, je suis partie à son âge. Alors, je suis pas allée très loin. Je suis allée à 100 km de chez mes parents pour faire mes études. Oui. Mais bon. Voilà. Mais c'était pour moi effectivement la grande aventure. Bien sûr, oui. Déjà de plus vivre chez ses parents, c'est le début de l'indépendance. Oui, l'indépendance et la liberté, parce que j'en avais pas eu beaucoup. Mes parents étaient plutôt stricts, donc il y a beaucoup de choses que j'avais envie de. J'avais plus envie d'être chez eux, même si j'avais des bonnes relations avec eux. Donc, du coup, comme mon fils, c'était pour moi important aussi qu'il parte, pas forcément qu'il fasse des études, mais en tout cas qu'il soit dans la vie actif, quelque chose. Et puis il est revenu en février parce que c'était devenu trop dur, qu'il avait plus d'argent pour payer l'appartement, la chambre, et puis voilà. Et puis depuis, il ne fait rien, mais rien du tout. Mais il est revenu parce qu'il pouvait plus payer sa chambre. Mais est-ce que ça lui plaisait ce qu'il a fait? Comment il en parle de cette expérience-là? Comme une expérience qui a été difficile quand même. Oui. Au niveau financier surtout. Oui, mais est-ce que vous le sentez fier quand même de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait, d'avoir pu arriver pendant un certain temps à se débrouiller par lui-même? Est-ce que dans ce qu'il a fait, ses jobs, il s'est senti un peu valorisé? Il a rencontré des gens intéressants? J'ai pas l'impression, justement. J'ai pas l'impression qu'il est finalement. J'ai l'impression que ça a été parce que moi j'ai dû beaucoup donner d'argent pour qu'il puisse, parce qu'il n'a pas tout de suite trouvé du travail tout de suite. Donc j'ai dû quand même l'aider dans son pour payer le loyer, pour qu'il puisse, parce que c'est quand même cher finalement. Je suis oui, c'est cher, l'Angleterre, oui. Oui, donc bon, et j'ai l'impression qu'en fait il a dû faire beaucoup la fête. En fait, et bon, il n'en parle pas trop. Il m'a juste dit que ça avait été, à un moment donné, il m'a dit que ça avait été difficile. Et comment il le vit, là, d'être chez vous, lui? Comment ça se passe ça se passe bien, il est content. Il est content. Oui, il est peut-être trop content, même, il est finalement bien, là, dans son petit cocon. C'est-à-dire il n'a pas de contraintes, il se lève quand il veut, il se couche quand il veut, il voit ses copains, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc moi, alors comme là en ce moment, je travaille par intermittence, donc il y a des moments où je suis là. Là en ce moment, je suis pas tout à fait là, je pars tôt et je reviens tard. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de contrôle, mais quand je suis là, je l'oblige à se réveiller le matin, avant 11h. À aller faire quelque chose, à faire une activité. Je lui propose des activités, c'est-à-dire d'aller chercher du travail, en fait. Oui. Donc, d'aller dans tel endroit, d'aller dans les missions locales. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'y plie de bon gré? Il y va? Ouais, d'accord. Il y va, mais il est assez docile. C'est ce qui m'inquiète, c'est que je trouve qu'il n'est pas du tout... il est vraiment apathique, et là, je sais vraiment pas quoi faire. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dans quel domaine? Même si tu sais pas ce que tu veux faire, dans quel domaine? Il me dit, je sais pas. Il n'a pas d'idée, il n'a pas d'envie, il n'a pas de... Oui, alors évidemment, s'il se présente comme ça, même à la mission locale, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'il trouve un projet, quelque chose, quoi. Mais il vous paraît pas déprimé? J'étais en train je me demandais hier, parce que j'ai eu dimanche, j'ai eu une conversation avec lui, parce que j'étais à 2 doigts de le mettre dehors, en fait. Ah oui, pourquoi? Pour
qu'il réagisse, pour qu'il... Vous avez envie de le faire réagir, oui. Oui, parce qu'il est gentil avec vous. Quand vous dites il est docile, oui, il est jamais agressif. Quand vous lui dites de faire telle ou telle chose, il s'y plie volontiers. Oui, tout à fait. Oui, il a besoin finalement. Il est comme s'il était encore petit, quoi. Il faudrait que vous soyez derrière lui à faire les choses presque avec lui. Enfin. Oui, tout à fait. Oui, il a besoin encore. Je peux me fâcher vraiment après lui, mais il va. Enfin, après c'est comme si de rien n'était, quoi. Pour lui, ça n'a pas. Oui, il ne vous en veut pas. Il fait pas la tête. Oui. Non, pas du tout. Donc il est plutôt agréable à vivre en même temps. Oui, plutôt. Oui. Moi, il est gentil, quoi. Il est bon. Oui, moi je me fais violence pour le mettre quand il est parti, j'ai vécu 2 ans sans lui en fait. Comment vous les avez vécus ces 2 ans? C'était, disons que c'était un petit peu difficile le jour où il est parti. Ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai rêvé que j'avais les cheveux tout blancs la nuit. Ça m'a vraiment, j'ai eu l'impression de vieillir. C'était très difficile pour moi. Oui. Mais vous avez rêvé ça, que vous aviez les cheveux tout blancs? Oui, que oui. Mes cheveux devenaient tout blancs d'un seul coup. Et puis, mais ceci dit. Je préférais le laisser partir pour qu'il vive sa vie, parce que c'est mon fils, mais c'est aussi un individu. Puis si moi je ne suis pas capable de lui donner, je peux pas l'accompagner, et que quelqu'un d'autre peut le faire. Oui, mais c'est important, parce que la façon dont vous avez vécu les choses, dont vous acceptiez la séparation, donc c'est même vous qui l'avez provoqué. Même si après il y a ce rêve et le fait de vous dites, c'est comme si vous vous sentiez devenir vieille tout d'un coup, quand il y a un peu le nid vide, d'autant plus que vous êtes seul. Vous n'avez pas de compagnon dans votre vie, donc vous vous retrouvez un peu ce qui fait le centre de votre vie. Il n'y a pas que ça, j'imagine, mais votre fils, quand même, n'étant plus là. Et c'est important, je vous pose cette question, parce qu'on voit de plus en plus, vous n'êtes pas la seule, de jeunes gens, comme ça, garçons et filles, qui ont vraiment du mal à quitter les parents. Alors, bien sûr, on peut mettre ça sur le fait que le contexte socio-économique étant ce qu'il est, c'est très difficile pour les jeunes aujourd'hui. Déjà, le marché de l'emploi, après, pour trouver un logement, enfin, tout devient extrêmement dur. Mais pour autant, il y a des facteurs aussi plus psychologiques qui entrent en ligne de compte. Et en premier lieu, parce qu'on parle toujours des jeunes, évidemment, ce sont les parents qui appellent, qui sont inquiets, mais les parents eux-mêmes, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'ils sont prêts à laisser partir leurs enfants, à accepter de se séparer d'eux? Vous voyez, donc c'est pour ça que vous avez dit vous-même que ça venait de vous, mais parce que même si c'est pas dit, le jeune garçon ou la jeune fille peut sentir que c'est difficile pour son père ou pour sa mère, et d'autant plus dans les familles monoparentales, qu'il soit plus là. Et comme si il y a quelque chose qui se met en place de maman ou papa va mieux quand je suis là, et je reste auprès de lui. Je ne sais pas. C'est. Parce que moi j'ai toujours. Vous avez toujours favorisé. Vous avez toujours favorisé l'autonomie. Donc c'est pas ce qui est en jeu. Qu'il parte chez des copains. Oui. C'est pour ça que je trouve ça très positif de votre part. Vous êtes plutôt à le pousser. Lui qui est encore dans ce que vous décrivez un peu comme un petit enfant qui aurait besoin que vous fassiez les choses non pas pour lui, mais en tout cas avec lui. Comme s'il avait besoin un peu qu'on l'aide à grandir. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Et pourquoi vous lui diriez pas à ce moment-là peut-être aller parler un peu, voir je lui ai proposé, qu'il a un lieu pour parler. Ouais. Je lui ai proposé. Puis on va en parler après le journal, Véronique. D'accord. Restez avec nous. À tout de suite.
Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et nous allons retrouver Véronique. Alors Véronique, vous êtes un peu préoccupée parce que vous avez un fils de 18 ans qui est mignon, qui est gentil, qui est docile, dites-vous, mais il a passé son bac et puis depuis, il fait rien. Ouais. Alors vous avez eu pourtant, vous l'avez envoyé en Angleterre. C'est vrai que beaucoup de jeunes auraient été ravis de ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir, qui seraient heureux d'avoir des parents qui sont derrière et qui les aident aussi financièrement puisque vous l'avez aidé. Enfin, ça peut être une expérience, une aventure, mais finalement il est rentré, parce qu'il n'arrivait plus à payer sa chambre, parce que c'était un peu compliqué. Et depuis qu'il est rentré, il est chez vous et vous lui dites d'aller à Pôle Emploi, à la mission locale, il y va, mais il n'en ressort rien parce qu'il vous dit qu'il n'a pas d'envie particulière. Oui, et non seulement il n'a pas d'envie particulière, mais il n'a pas non plus de passion. Il n'est pas. Oui, il fait pas d'activité à côté, sportive, artistique. Non, pas du tout. Non. Il a des copains. Il a des copains, mais je vois les copains, ce sont aussi des gens qui ne font rien. Alors j'ai très peur de ça. Ça n'aide pas. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils ont le même âge et. Ils ont le même âge, à peu près un petit peu plus âgés. Ils sont, jusqu'à 21 ans. Alors, ils ne travaillent pas et ils ne sont pas en formation. Alors, je ne sais. J'ai du mal à savoir qui est qui. Oui. Parfois j'en croise. Maintenant j'ai interdit tout accès chez moi à tous ces individus. Parce que quand je suis revenue j'étais partie en mission à l'étranger. Et donc mon fils était resté à la maison pendant 2 semaines. Et je suis revenue, ma porte était cassée. Et mon fils était incapable de me dire ce qui s'était passé. Oui, enfin il voulait surtout pas, vous le dire. Voilà. Hein. Oui. Et donc du coup... Oui, écoutez, vous avez bien fait à ce moment-là. Voilà. Donc alors... Les gens, ils sont soit ils disent qu'ils sont soit dans des stages où ils étaient inscrits à la fac et puis ça ne les intéresse pas. Oui, mais vous voyez, c'est quand même trop le côté. Alors c'est vrai que s'il est avec une bande de glandeurs là en plus qui sont là, la vie est belle. C'est un peu le problème. On voit pas mal de tanguis comme ça qui s'attardent, mais parce qu'ils sont un peu comme des coqs en pâte aussi. Où finalement, ils sont à la maison et puis. Alors, en même temps. C'est pas aussi simple parfois et caricatural que ça parce que en général c'est quand même un âge où on a envie d'aller de l'avant, où on a des projets et c'est vrai que je comprends que vous soyez un peu préoccupé de voir que il a pas tellement d'envie, pas envie de projet. Alors ce qu'on pourrait lui dire dans ces cas-là, c'est que s'il ne sait pas vers quelle voie il veut se diriger, il n'est pas prêt à travailler, le mieux à ce moment-là, ça serait au moins qu'il continue une formation, même un peu généraliste, mais qu'il fasse des études. Ce que vous aviez, d'ailleurs, quand vous disiez l'Angleterre, c'est une façon d'apprendre la langue, de se perfectionner en anglais, mais qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire là où vous avez raison d'être ferme et de ne pas lâcher, c'est que il faut pas qu'il se gage comme ça en ne faisant rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas à accepter, parce que de deux choses l'une, soit il va pas bien. Et c'est ce que je vous disais dans ces cas-là. Je vous disais pourquoi il n'irait pas voir un psy, parler un petit peu, ça pourrait l'aider à y voir plus clair en lui-même, voir l'aider un peu à se trouver, parce qu'après tout, à 18 ans, pas trop savoir où on va, qui l'on est, c'est dans l'ordre des choses. Mais là, donc, vous me disiez que vous lui en avez parlé et... J'en ai parlé, donc c'est pas la première fois, c'est depuis quelques années que je lui en parle. Oui, d'accord. Parce qu'il est passé par... C'est pour ça que on habitait à l'étranger et l'étranger en Martinique. Oui, oui. Comme j'ai vu, il était en 3e et il s'est mis à fumer de l'herbe. Et donc du coup, je voyais que j'allais rentrer dans une saison où j'allais beaucoup travailler. Et donc du coup, je l'ai envoyé chez une de mes sœurs. Il était content de partir. Oui. Chez une de mes sœurs parce que c'était plus cadré chez elle. Elle avait un copain à l'époque qui lui-même avait 2 enfants. Donc elle est beaucoup plus stricte que moi. Donc, oui. Et puis je voulais en plus, qu'il change un petit peu d'air. Donc je l'ai envoyé, je l'ai renvoyé en France. Mm-hmm. Et puis là, il a continué à fumer de plus belle. De plus belle, donc on a mis des mesures très très strictes pour limiter la casse. Donc a priori, on a réussi à endiguer cette histoire-là. Maintenant, je pense qu'il fume peut-être encore dans les soirées de manière plus récréative. Donc
j'ai du mal à avoir du contrôle sur ça. Oui, c'est pas une addiction en tout cas. Il peut lui arriver de fumer comme ça dans des soirées, comme vous dites, mais pas de façon régulière. Vous n'avez pas ce sentiment-là. Non, je sais pas du tout. Mais par rapport, quand vous lui avez parlé du fait qu'il aille peut-être faire un peu le point, ce qu'il a à dire, parce que bon, il est très docile, mais très passif finalement. Oui, très passif, c'est ça. Il faudrait un peu qu'il puisse dire des choses. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit là? Qu'il veut pas y aller, qu'il voit pas l'intérêt. Qui va bien. Bon. Alors dans ces cas-là, il faut vraiment que vous exigiez de lui qu'il fasse quelque chose. Hein. Mais je n'arrive pas, parce que là, du coup, j'ai coupé tous les vivres à la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent. Je lui donne plus d'argent du tout. Même c'est bête, hein, même au niveau du frigo, par exemple, il n'y a plus que des légumes, des fruits, des choses que les jeunes n'aiment pas trop. Si vous privez vous-même, ça va pas. Ça va, vous n'allez pas tenir. Je les cache dans mon armoire. C'est le régime sec. Ouais, mais enfin, vous voyez, ça va pas, ça. Ouais. C'était pour lui montrer que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est pas, je suis chez moi. Oui, mais je vois bien. Et vous lui dites ça, vous lui dites que, c'est important qu'il puisse avoir des projets, quelque chose pour et que si c'est pas le cas, qu'il faut qu'il rencontre des personnes qui peuvent l'aider à se déterminer, à se définir. Oui, parce que je vais reparler dans ce sens-là, mais c'est vrai que j'ai la discussion qu'à chaque fois j'ai avec lui, c'est que pour moi, même s'il ne sait pas ce qu'il veut faire, il faut qu'il soit dans une action, et c'est l'action qui va l'aider à débroussailler un petit peu, à se dire non, ça finalement je veux pas, je préférerais ça, à rencontrer d'autres personnes, à rencontrer son désir intérieur, enfin, mais c'est pas en restant dans la maison. Non, mais vous avez raison, c'est pas là il est trop, il reste comme un petit enfant qui est dépendant comme ça et puis qui se conforte dans cette dépendance. Donc alors on voit bien que vous essayez par tous les moyens de faire qu'il soit moins comme un coq en pâte, hein, c'est-à-dire que la maison ça soit plus le paradis. Mais bon, il vous fait pas de réflexion, c'est-à-dire bon, il s'adapte. Non, oui, il s'adapte. Ouais. Il s'adapte, il vous dit rien, il est là, ça lui évite de se confronter à la réalité. Il n'a jamais été, même quand il était petit, quelqu'un qui était poreux à tout ce qui était menace ou chantage ou privation. Si je lui dis, plus de télé pendant, il dit, c'est pas grave, plus d'ordi, c'est pas grave, plus de téléphone, c'est pas grave. Il a quelque chose en lui que je n'arrive pas du tout, je ne sais pas par quel bout le prendre en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait, puisqu'alors il voit pas son père, si j'ai bien compris. Son père non, on s'est séparés quand il avait 6 mois et son père il n'y a pas un oncle, je sais pas, quelqu'un qui pourrait un peu lui parler. Ma famille est très présente autour de moi, mes sœurs, mes parents, son parrain, et ça, Oui, mais lui parler quand même, lui dire, lui dire que bon, il peut pas rester comme ça dans cette situation. Il faut qu'il se détermine dans quelque chose ou à ce moment-là, qu'il fasse une formation, qu'il profite de ce temps où il ne sait pas encore bien où il veut aller pour apprendre quelque chose. Oui, c'est moi, ça me semble très important. Qu'il réfléchisse, en tout cas, à ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que, quand il était plus jeune, quand il était adolescent, il a que 18 ans, vers quelle voie il a envie d'aller. Enfin, à 18 ans, tout reste possible. Il a son bac. Donc, qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qui le faisait rêver? Qu'est-ce qu'il aimait faire? Le métier dans lequel il se projetait? Voilà, il faut le ramener un peu à ça. Et dire que, c'est possible, l'avenir lui est largement ouvert, mais que là, c'est un moment où, comme vous dites, tant qu'il est dans cette apathie, il perd aussi confiance en lui. Enfin, bon. C'est ce que je pense que de toute façon, moins on en fait, moins on a envie d'en faire, et s'il y a une peur de se confronter à la réalité, plus il va rester en arrière, quoi. Il n'a que 18 ans, hein, c'est-à-dire que, mais là, ça a été une année comme ça. Il faut dire que vous n'envisagez pas l'année prochaine comme ça, qu'il reste de nouveau sans rien faire à la maison. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Et que si il vous dit que peut-être il vous dit je vais bien et tout, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que dans cette inertie, dans cette apathie, ça serait peut-être bien qu'il ait un lieu quand même pour parler de ça et pour l'aider à y voir plus clair dans son désir. Oui, parce que c'est après tout une chance, hein, c'est pas donné à tout le monde non plus. Oui,
oui, mais là, il y a des adultes qui auraient peut-être bien aimé à cet âge-là que de pouvoir un peu parler pour se déterminer dans leur vie future. Oui, c'est ça. Puis en plus, moi, c'est ce que je lui ai dit depuis quelques temps. Enfin, c'est que, et même un petit peu avant, c'était avant que ce problème-là ne surgisse, qu'on ne sait jamais. On a peut-être des failles à l'intérieur. Il a peut-être il a son père n'est pas là, n'est pas présent auprès de lui. Oui, il n'en parle jamais. Oh bon, on n'en parle pas tous les jours, mais assez régulièrement, parce que je voulais pas non plus qu'il. Oui, mais il ne s'en plaint pas. Il ne dit rien. Donc, oui, mais il n'exprime rien, c'est ça qui est un peu embêtant. Vous voyez, alors peut-être il aurait des choses à dire, mais que bon, c'est compliqué parce que vous êtes sa mère et que alors on vous sent, on vous sent pleine de compréhension, enfin vous avez envie, semble-t-il, vous seriez prête à ce qu'il se détache de vous un peu pour pouvoir voler de ses propres ailes, vivre sa vie, même si c'est en restant sous votre toit, mais en ayant une formation, un travail, dans un premier temps. Donc on se dit, à première vue, que c'est pas de votre côté, que vous voyez ce que j'évoquais tout à l'heure, où il y a une difficulté et qu'il pourrait sentir à le laisser partir, à prendre de l'autonomie. Donc c'est peut-être lui qui a du mal et qui aurait besoin qu'on l'aide un peu à grandir. Donc il faudrait peut-être que que j'arrive à le forcer à trouver un moyen. Mais puisqu'il vous écoute, il y a au moins cette chance-là, c'est-à-dire que c'est quand même un enfant docile. Bon, par moment, il fait quand même de la résistance passive, parce que c'est quand même très énervant de voir, voyez, vous le punissez. Oh, c'est pas grave. C'est un peu agressif. Rentrez, mais c'est un peu agressif. Tu punis, tant pis. Même pas mal, C'est un peu ça, quand même. Oui. Donc, il y a un peu d'agressivité rentrée, mais qui est normale, enfin, bon. Mais, puisqu'il est docile, dire, bon, écoute, là, moi, je vois que t'es là, t'es sans envie, sans projet et tout. Non, j'aimerais bien que tu ailles voir quelqu'un pour en parler et lui trouver quelqu'un de bien. Ça peut être, je sais pas, si vous avez une maison des adolescents. Ils font des ateliers, ils font des groupes de parole, parfois avec des adolescents, ça peut être pas mal. Vous voyez, c'est pas le côté thérapie classique où parfois quelqu'un qui est un peu inhibé va avoir peur de cet échange parce qu'il se dit j'ai rien à dire, et il est sincère quand il dit ça. Alors justement, dans ces maisons des adolescents, ils proposent beaucoup par des voies de médiation à travers des activités artistiques ou à travers des groupes de parole où souvent les ados et les jeunes adultes sont plus à l'aise comme ça avec des pairs pour s'exprimer. Donc peut-être essayer d'aller voir près de chez vous, s'il y a certainement une maison des adolescents, en expliquant un peu les situations. Et dans la mesure, il faut jouer là-dessus, où c'est un enfant qui ne se rebelle pas, qui est docile, jouer là-dessus en disant, écoute, moi voilà, j'aimerais bien quand même que tu fasses une démarche pour un peu faire le point. Et qui sait, tu peux rencontrer des personnes, d'autres jeunes, où ça peut t'aider à un moment d'avoir un espace un peu pour t'ouvrir, pour t'aider à t'affirmer, à prendre confiance en soi, parce que lui dire, même si tu vas bien, on n'a jamais suffisamment confiance en soi. Ça peut aider à se trouver et puis à s'affirmer dans sa vie. Oui, c'est vrai. Donc, je vais faire comme ça. Alors, je vais le convaincre très, très fortement d'aller je vais essayer de trouver les coordonnées de ces maisons des adolescents ou un thérapeute qui fasse un petit peu, qui soit pas simplement dans l'écoute, puisque il veut déjà pas tellement y aller, donc il ne va rien dire. Oui, c'est pour ça que ça serait pas mal je vous dis, dans les maisons des adolescents, ils travaillent beaucoup par le biais d'activités des médiations un peu. D'accord. Il y a un petit mail de Chaudron de la Barque qui dit, vous savez, l'envie, c'est comme l'appétit, ça vient très souvent en faisant, en essayant des choses. Votre enfant a besoin de soutien. Ce n'est pas simple de ne pas trouver sa voie et si difficile. Avec un accompagnement, une écoute attentive et construite, il finira par se libérer et être à l'aise. Il peut aussi essayer de faire un bilan de compétences et découvrir ainsi ses centres d'intérêt. C'est certainement ce qu'on a dû lui proposer d'ailleurs. À la mission locale ? Oui. Je ne sais pas du tout, mais je ne pense pas. Je pense qu'il parce que ça, quand même, à ce moment-là aussi, ça peut permettre de faire le point, bilan. Parce que le fait d'avoir un regard aussi extérieur, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va valoriser des compétences, des qualités qu'il a, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Vous voyez, tout d'un coup, quelqu'un dont on n'est pas dépendant affectivement, dont on cherche pas l'approbation ou l'amour, ça peut être une très bonne chose. C'est quelqu'un qui porte un regard aussi différent sur nous-mêmes et ça peut nous permettre d'éclore. Oui, d'accord. Donc, je crois qu'il faut essayer un peu toutes les pistes. Ouais,
je suis dans cette voie-là parce que là, j'étais plutôt partie sur lui donner un ultimatum pour non, le mettre... je crois pas. Enfin bon, moi je pense pas. Non, l'ultimatum non, parce qu'il est pas. C'est pas comme s'il y avait une situation avec vous où il était vraiment, où ça devenait impossible. C'est d'ailleurs ce qui est compliqué. Non, je crois que là, il se sentirait peut-être acculé. S'il est dans quelque chose d'un peu passif, d'un peu apathique, ça peut le tétaniser. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Vous avez essayé, vous avez essayé déjà par rapport à l'Angleterre. Ouais. C'est une expérience, mais ça a été peut-être un peu compliqué. Donc, il peut prendre de l'autonomie, essayer de le faire grandir un peu, tout en restant encore pour le moment chez vous, mais en ayant quelque chose. D'accord. Qui le tienne, voilà. Et bon, je vous dis, de toute façon, il n'y a pas lieu de se désespérer. Il n'a que 18 ans et on peut mettre un peu de temps à se trouver. Oui, mais c'est vrai que je me dis que, l'oisiveté est tellement mère de tous les vices, finalement. Et quand je sais les épisodes par lesquels il est passé, ça m'inquiète un petit peu, et de savoir que les fréquentations qu'il a, surtout qu'en plus ce qui m'ennuie et ce qui peut me mettre très en colère, c'est que quand il était un petit peu plus jeune, quand il était collégien, il faisait quand même pas mal d'activités. Il aimait beaucoup discuter, il faisait de la musique, il faisait beaucoup de musique. Il était très curieux, vraiment très dans un appétit de vivre, comme disait Monsieur Delabarre qui a envoyé le texto. Et là, c'est de voir, il aimait beaucoup dessiner, par exemple. Chaudron de la Barque. Je me disais, qui est ce monsieur de la Barre? C'est Chaudron de la Barque, ah oui, c'est ça. De la Barque. Oui. Voilà. Il y avait entre guillemets des promesses, où il y avait des chemins. Oui, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Alors bon, il y a des moments de pause où on peut avoir besoin parce qu'on ne sait pas très bien où on en est, et à son âge, ça n'a rien de grave. Mais pour autant que dans ces moments-là, il profite de ça pour faire des rencontres. Parce que c'est aussi à travers ça, c'est parfois à travers des stages, c'est à travers qu'on se découvre tout d'un coup un centre d'intérêt, une rencontre avec une personne qui va nous motiver à aller de l'avant. Vous voyez, plus que avec vous êtes sa mère, donc il est aussi dans c'est quand même cette relation un peu où à la fois il sent qu'il vous déçoit en ce moment, mais où bon il a du mal à bouger. Alors je ne sais pas, je connais pas la personnalité de son fils, mais vous tournez un peu en rond là. Donc vous avez raison, il faut l'ouvrir un peu vers le monde extérieur. On va accueillir Emmanuel qui est avec nous au 3921. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous avez écouté attentivement Véronique, et vous avez une fille de 20 ans. Voilà, tout à fait. Elle a 20 ans et elle a eu son bac à 17 ans. Et lorsqu'elle a eu terminé son bac, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle a beaucoup tergiversé, elle a fait une année de fac de psycho qui lui a pas plu du tout. Oui. Elle a voulu faire 36 métiers différents et elle a jamais vraiment trouvé sa voie. Et en fait, grâce à la mission locale, alors c'est pour ça que j'appelais en fait pour donner peut-être une idée à Véronique. La mission locale, qui est un organisme qui dépend des municipalités en général. Ils ont des services qui s'occupent uniquement des jeunes comme ça qui savent pas exactement ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie de prendre des études ou pas, un métier ou pas. Et ils ont la possibilité de faire des stages. Rémunérés ou non, dans différents métiers, 2 semaines, 1 mois, selon les possibilités, selon les professionnels. Oui. Et il y a également des prises en charge financières. Il y a pas mal de choses. Oui, en effet, c'est très bien ça. Oui, c'est très bien parce que faire des stages dans différents univers, c'est une chance, je trouve, parce que parfois, à cet âge-là, on ne sait pas très bien. C'est une chance de savoir ce qu'on veut faire, d'avoir une passion, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, je trouve que c'est formidable si la mission locale propose comme ça des stages. Ça peut permettre à des jeunes de trouver un moment de dire oui, moi, voilà, là, je me sens bien, c'est mon univers, j'ai envie d'apprendre là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'idée de faire tel ou tel métier et de se retrouver confrontés justement au métier en question. Quelquefois, ils vont se dire oulala, non, c'est surtout pas ça que je veux faire. Et elle a trouvé votre fille? Elle a trouvé votre fille alors ma fille, en fait, c'était un petit peu compliqué parce que elle avait, à la base, elle voulait être pompier
Et malheureusement, elle n'a pas pu parce que c'est un milieu très très macho, donc ça n'a pas marché du tout. Donc elle a fait différents stages et elle n'a pas eu de chance non plus parce qu'elle voulait elle avait l'idée de faire hôtesse de l'air. Donc, mais c'est juste au moment où la grande compagnie française a commencé à dégraisser un petit peu son personnel. Donc voilà. Donc pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by, mais elle a quand même réussi, grâce à la mission locale, à faire le tri, je dirais. De ce qu'elle veut pas faire. Là, elle va certainement passer le concours de la gendarmerie. D'accord. La gendarmerie nationale. Voilà, donc elle a un petit travail pour l'instant. Enfin, elle a pris son indépendance, elle est partie de la maison. Je pensais pas qu'un jour j'arriverais à dire ça parce que c'est pas évident quand les enfants s'en vont, mais bon. Bon, c'est bien. Pas non plus pour les garder à la maison, mais elle a une motivation, elle a quelque chose. Voilà, elle a une motivation, elle a pris son indépendance. Oui, donc c'est pour ça, vous voyez, ça m'étonnait quand même un peu la Véronique. Et vous lui dites, et vous avez raison d'aller à la mission locale, puis à la mission locale, il revient, bah oui, j'y suis allée, mais bon, voilà, j'ai vu ce que c'était, et il se passe rien. C'est un peu étonnant quand même. Parce que ce qu'il a fait, parce qu'en général, ils sont très dynamiques. Mais je pense que je sais que ce qu'il a fait, il n'a pas dû aller voir les personnes. Non. Il est allé dans les classeurs où il propose des jobs, et je crois qu'il n'a fait que ça. Oui, mais c'est là où il faut que vous insistiez. Hein. C'est-à-dire, je vous dis qu'il ait une formation, qu'il ait quelque chose. Ma fille, hein. Je l'ai accompagné, ma fille, la première fois. Même je crois qu'il a besoin d'être un peu cadré. En même temps, il a du mal à être avec l'autonomie et dire bon, il s'agit maintenant, voilà, de mettre en place. Et vous pourrez lui parler là en disant, au vu du témoignage d'Emmanuel, dire qu'il y a des choses, il y a des stages qui peuvent être proposés, même des stages qui sont rémunérés. Donc il faut qu'il s'empare de ça et que justement, puisqu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, en attendant, qu'il fasse des stages dans différents univers et ça lui permettra à un moment de se trouver, de trouver sa voie. Oui, peut-être qu'il aura envie de faire des études justement en disant aussi ça peut pousser ça en disant oui, c'est pas bien payé, je fais rien, je peux pas faire un emploi qualifié, donc je vais me remettre aux études, mais en tout cas il va en émerger quelque chose. Oui, de toute façon, forcément. Voilà. Forcément, c'est vraiment dans l'action, mais c'est ce que dit Pascal, elle dit pas facile non plus que ce jeune homme se motive avec des copains qui ne font rien non plus. Bon courage à sa maman qui fait vraiment ce qu'elle peut. C'est vrai que vous vous démenez. Donc ne vous découragez pas. Merci beaucoup Emmanuel pour ces bons conseils et bon courage à vous alors, Véronique. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors un petit message d'Amandine qui dit mais le fils de Véronique pourrait se proposer aussi comme volontaire au service civique dans une association ou une administration. Emma revient sur la mission locale dont nous parlait Emmanuel. Elle dit ma fille ne savait pas quoi faire, elle a été à la mission locale, on lui a proposé un stage, bac professionnel et maintenant elle travaille à Paris. Emma qui est chauffeur et qui dit que le milieu est beaucoup moins macho qu'avant. Tant mieux pour vous ma chère Emma et pour vos consoeurs. Il y a également Patrick qui a appelé le 3921 et je le remercie pour parler de la mission locale. Il dit dans une mission locale, il y a ce qu'on appelle le passeport formation. Les gens qui veulent peuvent apprendre à faire des lettres de motivation. Ils visitent des entreprises. C'est un groupe d'une dizaine de personnes encadré par un psy. Et ça dure environ 6 mois. Donc c'est sûr que oui, ça consiste pas simplement à chercher dans des classeurs, comme disait Véronique là son fils, mais vraiment il y a des projets où on peut aider à faire des bilans de compétences, savoir un petit peu où en est le jeune. Voilà, encore un mail. Merci de Sylvie qui dit une seule adresse pour ce jeune homme qui n'est plus scolarisé, la mission locale où un conseiller référent l'informera, l'orientera. Il existe en ce lieu un fonds ressources documentaires, orientation et emploi. J'ai dédié plus de 20 ans de ma vie active à l'insertion professionnelle. Et bonne soirée, n'hésitez pas à me solliciter si besoin. Et écoutez, je garde votre petit mail de côté, ma chère Sylvie, parce que je trouve que il y a de plus en plus de situations comme ça de parents assez désemparés vis-à-vis de leurs jeunes garçons ou jeunes filles qui sont là avec pas trop de projets et à la maison. Donc je garde votre mail de côté et on se permettra effectivement de vous appeler pour que vous nous parliez un petit peu de votre métier dans l'insertion. On accueille maintenant Christine. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Christine. Par quoi je vais commencer ? J'ai décidé de vous rappeler suite à l'émission de dimanche soir. Sur la souffrance au travail ? Oui, voilà. Donc,
Enfin, moi, il y avait la souffrance aussi bien à la maison qu'au travail. Là, oui. Et c'était les deux personnes, donc mon ex-conjoint et mon ex-chef, on va dire, enfin responsable hiérarchique, qui me cassait, voilà, Attendez, votre conjoint était votre supérieur aussi Non, ça n'allait pas. Enfin, j'avais pris la décision il y a 2 ans d'arrêter, enfin ça n'allait plus depuis quelque temps. Oui. Et donc voilà, il y a 2 ans, mai exactement, mai 2010, ça n'allait plus. Je change de travail, de direction générale à l'époque. J'étais dans la fonction publique européenne, qui devrait être un exemple de, comment dire, dans l'insertion professionnelle et surtout dans les conditions de travail et dans l'harcèlement moral et maltraitance comme ça avec leur système. Ils s'en défendent, ils disent que c'est pas le même système, mais c'est un peu le management à l'américaine, comme ça, avec ces systèmes d'évaluation. Et là, on fixe des objectifs qui sont de plus en plus hauts. Et vous en êtes où alors, là, par rapport là, vous travaillez, vous travaillez toujours ou vous êtes en arrêt Depuis fin décembre, je ne travaille plus, je suis à la recherche d'un emploi. Mais parce que vous avez démissionné, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est suite. Comme j'avais changé de direction générale, et donc le système fait que vous refaites une période de stage de 9 mois. Et donc je fais ce stage, c'est suite à un concours. J'avais eu un concours, donc j'étais dans une direction, mais là on ne pouvait pas espérer, c'est un peu compliqué, espérer un CDI, parce que c'était pas un poste de fonctionnaire, mais agent contractuel. Donc je vais faire bref, et donc voilà, je change de direction, parce que cette direction générale offrait des CDI. Donc là, mon période de stage redémarre. Mais parallèlement, je demande à mon ex-conjoint de partir, et voilà, donc la séparation se fait, ça a été difficile. Et voilà, donc malgré tout, je prends ce poste. J'ai passé donc des entretiens. J'ai ce nouveau poste qui me plaisait. Et dimanche soir, quand l'intervenante, je sais plus, Marie Peset, voilà, disait qu'il fallait dès le début dire ou appeler à l'aide, dire que ça n'allait pas. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai tout gardé parce que ce poste était primordial si je voulais m'en sortir en me séparant et garder la garde de ma fille, parce que mon ex-conjoint me menait du chantage par rapport à ça. Oui, parce que parallèlement à ça, vous étiez en plus dans une situation précaire dans votre couple. Donc oui, voilà. Vous vouliez tenir au moins dans ce qui vous paraissait stable. Voilà. Et donc, je me suis enfermée et j'ai fait 2 mois avant la fin du stage, parce qu'il y a eu une évaluation qui a été le chef qui était très... Enfin bref, ça s'est mal passé pour moi, donc des propos qui ont été très cassants et voilà. Et donc là, j'ai fait un burn-out, on va dire. Voilà, donc je me fais suivre depuis. De quelle façon ? Je vois une psychologue. Donc on avance malgré tout, mais ma question, je me pose différentes questions et surtout, j'ai l'impression que je n'avance pas parce que, ou alors je ne veux pas là où elle veut m'amener, c'est-à-dire peut-être dans l'enfance, etc. Parce que je me dis, j'ai 45 ans, j'ai envie que ma vie change et j'ai pas le temps d'aller, pas le temps. Est-ce que ça vaut la peine d'aller... voilà, je vais pas là où elle veut m'emmener. C'est ce qu'elle me dit. Pas toutes les séances, en tout cas. Voilà. Elle vous dit que vous n'allez pas là où elle veut vous emmener, c'est tel quel ? Elle a du mal, que je dois me laisser... Non, pas dans les mots là, mais que je dois me laisser aller et... Parce qu'elle a pas... C'est pas au thérapeute d'amener la personne là où il veut qu'elle aille, enfin... Oui, on suit je me refuse aussi. Alors ma mère, mon père, voilà, j'en ai parlé, j'ai la famille aussi, mais j'en parle de plus en plus.
Mais disons que moi, dans l'urgence, comme ma situation, dans l'urgence, et vu ma situation, et vu la situation économique. C'est quoi, justement, l'urgence, c'est de trouver un emploi et de me vendre. Oui, et de je comprends. Retrouver, avant tout ça. Oui, plus que de plonger dans votre enfance et dans... C'est là où je trouvais intéressant l'approche de Marie Peset, qui pourtant est psychanalyste, donc évidemment qu'elle elle dit toujours que c'est une rencontre, un moment, quand il y a comme ça de la souffrance dans le travail, avec une histoire aussi forcément singulière, et ça ne veut pas dire que la psychologie n'entre pas en ligne de compte, mais que parfois cette souffrance-là, j'aimais bien son approche, on psychologisait trop cette souffrance, c'est-à-dire avec des thérapeutes qui justement, eux, sont dans leur domaine à la fois théorique, de compétences, où on va chercher toujours dans l'histoire personnelle de la personne, mais c'était tout le but de cette émission, de dire que c'est parfois l'organisation du travail en elle-même qui est pathogène et qui mène à un tableau de burn-out, et on entend d'ailleurs dans votre voix cette grande lassitude encore. Il y a beaucoup de lassitude dans votre voix. Donc, lassitude par rapport à quoi? Ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui peux vous le dire, mais on vous sent très lasse. Vous sent fatiguée. Oui, j'ai envie que ça avance et comment dire... Et pourquoi vous n'iriez pas dans une consultation, puisqu'il y en a beaucoup maintenant qui existent justement liées à une consultation souffrance au travail, pour avoir aussi une approche, parce que comme vous dites, vous êtes dans un moment où il y a cette urgence de retrouver un travail, mais est-ce que vous pourriez pas faire le point avec des gens qui vont aussi partir de ce qui est pas, je veux dire, ça n'empiète pas sur le travail que vous faites sur un plan plus personnel, mais pour vous aider peut-être à vous retrouver avec des gens qui vont un peu s'axer sur votre travail, sur vous aider peut-être à décoller. Vous voyez, parce que là, vous avez été très ébranlé sur 2 piliers fondamentaux, c'est-à-dire à la fois votre travail, mais aussi votre couple. Donc ça fait beaucoup, Voilà, ça fait beaucoup là. Oui, vous n'aviez comme plus rien à quoi vous raccrocher. C'est-à-dire que vous pouviez pas vous réfugier dans votre vie personnelle, puisque là aussi ça allait mal. Oui. Quand je rentrais à la maison, justement, le soir, c'était comme j'avais demandé la séparation et qu'il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas de partir, mais en même temps pas de rester. Donc j'ai pris l'initiative, on va dire. Et au contraire, il me disait, de toute façon, tu n'es pas capable. J'entendais des choses. Oui, vous dénigrez. Alors déjà que dans votre travail, vous alliez mal. Et voilà. Oui. Donc, donc moi, ce travail, ce soutien psychologique, c'est moi qui ai pris l'initiative. Vous avez bien fait. Cette psychologue. Oui. Mais voilà, le travail, je vois que je évolue. Mais le travail, la rétrospective, on va dire, les relations par rapport à mes parents, à ma famille, à mon enfance, etc., c'est une chose. Mais là, moi, dans l'urgence, ça ne me donne pas pour l'instant cette confiance et cette hargne que j'avais à me vendre et à vouloir travailler. Parce que là, mais pour vous vendre, vous fuyez, parce que vous avez été abîmé là dans cette histoire professionnelle. Vous avez perdu de la confiance en vous. Donc j'ai perdu la confiance en moi. Je vais essayer de pas pleurer. La confiance aux gens, parce que des collègues et amis, il y en a qu'une sur les. Bon, c'est déjà bien une. Mais les syndicats vous lâchent. Pourtant, il y a eu le soutien, juste qu'il y a eu un comité qui m'a donné raison, qui a proposé, qui a dit l'avis du comité. Je suis passée devant une commission. L'avis du comité paritaire a donné à la direction son avis. Je suis un peu floue en disant de me proposer un autre poste. Dans un autre poste, et ça a été refusé. Voilà, ça a été refusé parce que ils font aussi ils licencient pas mal de personnes, donc en l'occurrence ce statut, on n'a pas le statut fonctionnaire. Voilà. Et là actuellement, de quoi vivez-vous là? Parce que c'est ça, de quoi? Parce que vous dites qu'il y a une urgence. De vos indemnités, d'accord? Pendant combien de temps? J'ai droit au chômage, voilà. Donc je pense pendant 2 ans. D'accord. Mais
ça m'aide pas, quoi. Au contraire, là, j'ai l'impression d'être rien. Je vois les gens vivre, j'ai l'impression. Oui, mais vous êtes très très déprimée là, en plus. Est-ce que la psy qui vous suit, est-ce que vous avez un traitement par rapport à ça? Oui. Enfin, c'est pas la psy qui me le donne, c'est mon généraliste. Vous avez un traitement d'antidépresseur? Oui. Depuis combien de temps le prenez-vous? Depuis 2 ans. Bon, je suis déprimée, je suis émotive aussi. Non, mais attendez, c'est une différence d'être émotive et déprimée. Là, je trouve que est-ce que vous êtes bien sûr que ce traitement est adapté, qui vous convient et que... Vous voyez, parce que vous devriez retrouver un petit peu plus d'énergie, quand même, un peu plus... pas avoir ce sentiment de regarder les gens vivre et vous être en dehors de la vie, voyez. En plus, je me suis fait opérer des 2 jambes, des veines saphènes, des varices, on va dire. Oui. Ça fait 1 semaine. Voilà, donc je suis peut-être encore un peu... J'ai profité de cette période d'inactivité. Oui, pour vous occuper de vous, de votre santé, de faire ce qu'il fallait faire. Oui, de ma santé. Vous avez bien fait. M'occuper de moi, voilà, ce traitement et peut-être des crises d'angoisse le soir fait que j'ai pris quelques kilos quand même. Voilà, donc il n'y a rien qui fait. Quand je dis oui, je vois vivre les gens. J'ai l'impression, moi, que je suis, vous savez, une caméra fixe et je tourne autour. Oui, mais ça va pas. Vous pouvez pas rester dans une telle souffrance là. Moi, j'ai à vous entendre, je pense que votre traitement, il est pas bien adapté. Hein. Vous devriez être dans une moins grande souffrance morale quand même, si vous aviez un bon traitement. Ah, bon. Ben oui, vous savez, parfois il y a plusieurs molécules d'antidépresseurs et là c'est peut-être pas celle qui vous correspond parce que vous êtes quand même vous voyez, c'est quand vous décrivez comme ça que c'est comme si vous regardiez un peu les choses derrière une vitre et puis que les gens bougent, sont dans le mouvement et puis que vous êtes vous regardez vous regardez passer les trains. Je veux dire, moi, non mais je vous demande pas d'ailleurs de vous justifier c'est pas mais c'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui moi, ça mériterait quand même un peu d'être vu. Et puis, parallèlement à ça, je pense par rapport à votre travail, ça serait bien au vu on sent qu'il y a beaucoup de choses qui restent très lourdes, très douloureuses, très pénibles. Et ça se comprend d'après ce que je peux percevoir de ce que vous me dites, là, de ce que vous avez vécu, d'aller dans une... Vous êtes allé sur le site souffranceautravail.com dont parlait Marie Peset, qui est très bien fait. Oui. Vous pourriez aller voir parce qu'il y a la liste des consultations souffrance au travail. Et moi, je vous conseillerais de prendre un rendez-vous pour faire le point un peu par rapport à ça. C'est pas vous voyez, ça, c'est pas incompatible avec ce que vous faites, avec votre travail qui est plus un travail de fond sur votre histoire. Mais il pourrait vous donner des outils aussi pour réagir et où vous pourriez parler justement de ce côté où vous vous sentez cassé. Oui, et pas à même de fait. Que je suis seule, que ça. Oui. Comment dire? Je ça suis isole. Nulle et seule en fait. Oui, donc il faut sortir de ça. Ça n'a pas pu arriver. Voilà. Vous voyez ce que j'ai connu, les 9 mois de stage, là, ça... Ouf. Oui, mais c'est pour ça que ça serait bien que vous rencontriez, parce que dans ces consultations, il y a des psys, bien sûr, il y a différents intervenants c'est bien, ils ont une approche pluridisciplinaire, mais ils vont aussi recadrer les choses en fonction de ce que vous avez vécu au sein de votre travail. L'analyser avec vous et vous donner des outils pour réagir. Et puis j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Parce que pour le moment, bien sûr que vous n'êtes pas en état, comme vous le dites, de vous vendre. Pour se vendre, il faut déjà avoir une certaine estime de soi, une certaine savoir ce que l'on vaut, avoir conscience de sa valeur. Et c'est une démarche pas simple du tout, l'entretien d'embauche et de se vendre. Donc il faut être en bonne forme. Donc là, vous vous sentez trop amoindri, trop vulnérable pour vous retrouver dans un entretien d'embauche. Bon, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, vous avez besoin avant tout de souffler, de vous reposer, de peut-être voir aussi, faire le point sur, je vous dis, sur ce traitement, voir s'il est vraiment adapté, et d'aller parler dans un endroit où on pourra vous écouter, vraiment entendre ce qui s'est passé aussi sur ce lieu de travail et qui vous a tant cassé. Il faut déjà retrouver un peu une estime de vous. Et après, vous allez voir que vous pourrez retrouver, puisque vous n'avez pas perdu vos compétences. Vous n'avez pas perdu simplement. Je me dis tous les jours, mais
j'ai du mal à y croire, quoi. Voilà. Mais il faudrait aussi, votre psy, elle c'est normal, elle fait en fonction de sa formation, que pour le moment, ça vous fragilise un peu, que vous avez besoin vous vous sentez peut-être trop fragile pour aller travailler du côté de votre histoire, vous voyez, vous auriez besoin peut-être de quelque chose de plus concret là dans votre vie, de retrouver un peu d'estime de vous-même pour aller mieux et pour retrouver ce qui est votre urgence, c'est-à-dire à un moment pouvoir réintégrer le monde du travail aussi. Oui. Mais chaque chose en son temps, c'est-à-dire qu'il faut déjà que vous alliez mieux et que vous soyez bien prise en charge. Et je me demande si c'est le cas. Je dis pas par rapport à votre psy, mais par rapport au traitement là. D'accord. Je trouve que normalement, en étant sous antidépresseur, vous devriez quand même on le sent très nettement, l'effet des antidépresseurs. On retrouve une envie, de l'énergie. Oui, on n'est plus aussi comme ça en permanence, voyez, au bord des larmes. Il y a quelque chose on retrouve quelque chose de, voilà. Donc, à voir. Oui. Bon, ça fait une semaine qu'il m'avait dit de prendre un cachet un jour sur 2 et puis tous les jours, je vais retourner faire écoutez, moi je pense pas. Hein. Enfin, c'est lui, il vous connaît, il vous voit, mais non, il faut lui dire vraiment tout ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, et voilà, et puis que... D'accord. Tous les symptômes que vous avez, les crises d'angoisse le soir, il faut bien aborder tout avec lui. Petit message de Brigitte qui dit bon courage, allez doucement et progressivement pour aller mieux. Voilà, je crois qu'il faut aussi vous donner du temps. Et puis First Lisa dit ça compte aussi peut-être de vous sentir réhabilité pour aller mieux, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose là qui reste trop douloureux dans votre parcours. Oui, peut-être les deux en fait. Le fait que j'ai perdu mon travail et puis la séparation, oui, qui a été douloureuse et laborieuse, on va dire. Mais ça fait beaucoup. Vous avez été ébranlé sur 2 piliers très importants de votre équilibre personnel. C'est à la fois dans le travail où vous avez été attaqué et à la fois sur le plan de votre vie personnelle, de votre couple avec un conjoint qui vous insulte, qui vous dénigre. Donc il y a de quoi être très très fragilisé. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que vous soyez vraiment douce vers vous-même et indulgente et vous donner aussi le temps d'aller mieux. Vous avez besoin de ce temps de la reconstruction. Oui. Et après, vous verrez, vous serez à même à nouveau d'aller dans des entretiens d'embauche. Mais pour le moment, vous avez avant tout besoin de vous reconstruire. Bon courage. Merci, Caroline. Bon courage, Christine. Bonne soirée, au revoir. Alors, un petit message de Sandrine qui me dit « Je suis passée par les mêmes étapes, harcèlement moral dans la fonction publique. Il serait important pour moi de pouvoir échanger avec Christine. Merci de lui transmettre mon mail. Nous allons lui transmettre, ma chère Sandrine. Et puis quelqu'un aussi qui m'envoie un SMS en disant « Pouvez-vous transmettre mes coordonnées à Christine ?» On le ferait bien volontiers, mais pour ça, il faudrait que vous nous les donniez. Donc, soit par SMS au 7 39 21, soit en appelant le 39 21. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais simplement rebondir sur le jeune homme là qui ne faisait pas grand-chose. Ah, le fils de Véronique, voilà, qui avait 18 ans et qui savait pas très bien ce qu'il voulait faire. J'étais dans une situation un peu analogue, donc j'ai élevé mes enfants toute seule, donc pareil, famille monoparentale, et mon fils c'est le dernier, donc j'étais seule avec lui. Et après le bac, il est pareil, il a pas souhaité poursuivre ses études, il était inscrit, il a fait 3 semaines, il a tout arrêté. Et donc c'est vrai que je lui avais dit, écoute, pareil, j'avais exactement je me suis bien retrouvée dans la maman. Oui. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas rester ici à ne rien faire. Moi, c'est impossible. On ne peut pas l'envisager. Oui. Et donc, par contre, je voulais simplement, j'avais la question, est-ce que ce jeune homme avait fait son permis ou est-ce que c'était... Ah, je ne sais pas. J'ai pas pensé à poser cette question. Pourquoi vous posiez cette question? Il avait fait son permis, donc il avait grandement envie de conduire. Oui. Et donc, en général, ils aiment bien les jeunes. Oui, avoir le permis, la voiture, c'est vraiment l'autonomie pour eux. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, pour conduire, il faut acheter une voiture. Et pour acheter une voiture, il faut travailler. Et donc, en fait, très très vite, il n'est pas resté à la maison longtemps du tout. Il a trouvé en intérim dans les usines. Voilà, ça a été un bon moteur, ça, de pouvoir. Il avait envie de s'acheter une voiture. Voilà, et il s'est acheté sa voiture. Il a fait 1 an d'usine. Il s'est acheté sa voiture. Entre temps, il a évolué. Après, il est en train de terminer l'école de sous-officier de gendarmerie.
Donc, voilà, oui, d'accord. Donc ça y est, vous n'avez plus de soucis, vous êtes soulagée, vous êtes contente et fière de lui. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, vous voyez, c'est pour ça que j'ai vu votre réaction, j'ai dit tiens, c'est amusant, pourquoi cette question? Mais en plus, en tout cas, s'il n'a pas le permis, le fils de Véronique, ça peut être le bon moment de le passer. Alors c'est vrai que ça a un coût, mais au moins il perd pas son temps, il apprend, il fait une formation, il passe son permis, voilà, c'est toujours ça de prix, hein. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour cette. Il faut qu'on se quitte parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais merci infiniment de cette réaction. Au revoir Frédéric. Au revoir Caroline. Des messages aussi pour Christine qui disent oui, il n'a peut-être pas le bon médicament parce que moi j'ai changé de molécule et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors tenez bon. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier.